Il est des deuils si profonds que l'on préférerait affronter seul l'immensité sauvage et glacée plutôt que de vivre un jour de plus en feignant d'être entière. C'est précisément là que Monique Dubois, à 62 ans, s'était retrouvée après la mort de son mari, Jean-Pierre. Terrée dans un gîte abandonné au cœur des Pyrénées, elle ne désirait plus rien d'autre que le silence absolu et la grâce d'être oubliée de tous. Puis, une louve noire s'est présentée à sa porte. Elle était affamée, boitait lourdement, et 3 minuscules louveteaux la suivaient, chancelant. La louve n'a pas attaqué. Elle s'est simplement tenue là, immobile, attendant, comme si elle demandait quelque chose que Monique pensait avoir perdu à jamais, la capacité de prendre soin. Une nuit de neige, Monique a ouvert cette porte. Ce qui s'est passé ensuite a changé leur vie à toutes les deux. Une femme brisée et une louve désespérée peuvent-elles trouver la guérison ensemble, avant que le monde extérieur ne vienne les anéantir? Le gîte sentait l'abandon et l'humidité lorsque Monique Dubois en poussa la porte déformée par le temps, 3 semaines exactement après les funérailles de Jean-Pierre. Des grains de poussière dansaient, suspendus comme des spectres dans les rayons obliques d'une pâle lumière d'octobre qui peinait à traverser les carreaux fêlés et sales. Le sol en planche brute était souillé de crottes de souris, de petites virgules sombres témoignant d'une vie furtive qui avait repris ses droits. Dans un coin, le vieux poêle en fonte, un godin ventru et rouillé, semblait s'être affaissé sous son propre poids. Son ventre était rempli de cendres froides, un cimetière grisâtre où gisaient les carcasses desséchées de nids de guêpes, fragiles comme du parchemin. Elle déposa son sac à dos et resta sur le seuil, inspirant à plein poumon l'odeur froide des pins, de la terre humide et de la décomposition. C'était exactement ce qu'elle voulait. Le néant. Personne. Juste la majesté des montagnes et le silence qui s'étirait entre leurs sommets comme une promesse d'oubli. Le carnet de terrain de Jean-Pierre, relié en cuir, pressé contre ses côtes depuis la poche intérieure de son manteau. Elle le portait sur elle chaque jour depuis l'hôpital, depuis l'instant où le médecin avait prononcé les mots « infarctus massif » et « nous n'avons rien pu faire », et toutes ces autres phrases aseptisées qui signifiaient que son mari, l'homme de sa vie depuis 38 ans, était parti avant même qu'elle ait pu finir son café du matin. Le carnet contenait encore son écriture, ses observations méticuleuses sur les schémas de migration des isards, les endroits où les ours bruns hibernaient. Il contenait tout, sauf lui. Monique avait été garde-chasse pour l'Office français de la biodiversité pendant 27 ans avant de prendre sa retraite. Jean-Pierre avait travaillé à ses côtés durant la majeure partie de ce temps. Sa présence stable était aussi fiable que le lever du soleil. Il n'avait jamais eu d'enfant. Une fausse couche, au début de leur mariage, en avait décidé ainsi pour eux. Mais ils avaient eu la nature sauvage. Ils s'étaient eu l'un l'autre. Ils avaient pisté des loups et des lynx, documenté des routes de migration, installé des pièges photographiques dans des endroits où l'homme s'aventurait rarement. Ils avaient bâti une vie faite de patience et d'observation, de respect pour les choses qui ne pouvaient être domptées. Maintenant, Jean-Pierre n'était plus qu'une poignée de cendres dans une urne sur la cheminée de sa sœur à Toulouse, et Monique était ici, dans ce gîte qu'ils avaient découvert des années auparavant lors d'une expédition de suivi. Il se trouvait à l'extrémité et du massif des Pyrénées, accessible uniquement par un chemin forestier défoncé qui n'avait pas vu de camion grumier depuis 15 ans. Le voisin le plus proche était à 20 km. Le village le plus proche, le col du Pin, était à 2 heures de route sur des chemins qui devenaient impraticables dès que la neige commençait à tomber sérieusement. Elle passa la première semaine à rendre le gîte habitable. Elle balaya les nids de souris et les carcasses de guêpes, colmata les pires trous du toit avec une bâche et du goudron qu'elle avait apporté dans sa vieille Renault 4, fendit du bois jusqu'à ce que ses épaules la brûlent et que ses mains soient couvertes d'ampoules. Le travail physique lui faisait du bien. Il l'empêchait de penser à la maison vide à Toulouse, aux voisins bien intentionnés qui continuaient d'apporter des gratins, à l'insistance douce de sa sœur sur le fait que le deuil nécessitait un processus et une communauté et toutes ces autres choses pour lesquelles Monique n'avait aucune patience. Elle posa des collets pour les lapins et les écureuils, pêcha dans le ruisseau qui coulait, froid et clair, derrière le gîte. Elle rationna soigneusement ses provisions, farine, riz, conserves, café. Elle se dit qu'elle pourrait tenir tout l'hiver si elle était intelligente. Et si elle ne le pouvait pas, eh bien, cela ne lui semblait pas non plus être la pire des issues. La forêt à la fin de l'automne était une leçon de lâcher prise. Les trembles laissaient tomber leurs feuilles dorées comme des larmes. Le sous-bois dépérissait pour révéler les os du paysage, des affleurements de granit, des troncs tombés, ramollis par la pourriture, des sentiers de gibier creusés profondément dans la terre par des générations de cerfs et de chevreuils. Monique parcourait ces sentiers chaque jour, les jumelles de Jean-Pierre autour du cou, son carnet dans la poche.
Elle ne pistait rien en particulier. Elle se contentait de marcher, de respirer, d'essayer de comprendre comment exister dans un monde où Jean-Pierre n'était plus. Elle vit la louve pour la première fois le 9e jour de sa retraite au gîte. C'était au crépuscule, ce moment intermédiaire où la lumière devient bleue et incertaine. Monique vérifiait sa ligne de collet le long du ruisseau quand un mouvement attira son regard. Elle se figea, sa main se portant automatiquement vers la bombe de gaz poivré accrochée à sa ceinture. Mais ce n'était pas un ours. La louve se tenait à une 60aine de mètres, juste à la lisière des arbres. Noire comme la nuit, maigre, vigilante. Leurs regards se croisèrent à travers la distance, et quelque chose passa entre elles que Monique ne put nommer. Pas une menace, pas exactement. Pas une salutation non plus. Juste une reconnaissance. Je te vois. Tu me vois. Nous sommes toutes les deux ici. Puis la louve se fondit à nouveau dans la forêt, et Monique se demanda si elle ne l'avait pas imaginé. Mais non. La louve revint. Au cours de la semaine suivante, Monique l'aperçut 3 autres fois. Toujours au crépuscule, toujours à distance, toujours en train d'observer. Elle l'étudia à travers les jumelles de Jean-Pierre, ses instincts professionnels reprenant le dessus malgré elle. Une femelle, décida-t-elle, peut-être 4 ou 5 ans, en sous-poids, ce qui n'était pas inhabituel à cette période de l'année, mais c'était plus prononcé que la normale. Et autre chose, une claudication dans sa démarche lorsqu'elle se déplaçait. Une blessure, ancienne mais permanente. La louve ne s'approcha jamais directement du gîte. Elle restait dans la forêt, une ombre parmi les ombres. Mais elle était là, délibérément là, et ce n'était pas normal. Les loups se méfiaient des humains, surtout dans les Pyrénées, où leur chasse était autorisée sous conditions. Ils évitaient les habitations humaines, l'odeur humaine, la présence humaine. Jean-Pierre disait toujours qu'un loup qui perdait sa peur des gens était soit malade, soit affamé, soit avait été élevé par des humains. C'étaient les seules exceptions. Monique commença à laisser la porte de son gîte ouverte pendant la journée tandis qu'elle travaillait dehors, fendant du bois, étendant du linge ou renforçant les rustines du toit. Elle pouvait sentir la louve l'observer depuis la forêt. Une fois, elle se retourna brusquement et entrevit un mouvement, pas une seule silhouette, mais plusieurs formes plus petites. Des louveteaux. Son cœur se serra. Une mère avec des petits citards dans la saison, et blessée. Cela changeait tout. Elle essaya de se convaincre que ce n'était pas son problème. La nature sauvage se régulait d'elle-même. Les prédateurs mouraient. Leurs petits mouraient. C'était la loi de la nature, rouge de dents et de griffes, comme Jean-Pierre aimait à citer ce vieux poème. Toute interférence ne faisait qu'aggraver les choses. Elle avait vu des gens bien intentionnés causer des dommages en essayant d'aider la faune. Elle avait rédigé des rapports à ce sujet. Elle savait qu'il ne fallait pas s'en mêler. Mais le savoir ne l'empêcha pas de mettre de côté des morceaux de viande lorsqu'elle dépeçait les lapins de ses pièges. Ne l'empêcha pas de laisser ces morceaux sur une pierre plate à 50 mètres de son gîte, là où la louve pourrait les trouver sans s'approcher de trop près. La nourriture avait toujours disparu le lendemain matin. Le 15e jour, la louve s'approcha. Monique était assise sur le petit porche du gîte, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes et buvant un café si léger qu'il colorait à peine l'eau. Elle rationnait tout, y compris son café, et ce breuvage insipide était un piètre substitut au café noir et fort que Jean-Pierre préparait chaque matin. Mais c'était chaud, et cela lui donnait quelque chose à faire de ses mains. Un mouvement à la lisière de la clairière la figea, la tasse à mi-chemin de ses lèvres. La louve émergea de la lisière des arbres, boitant lourdement de la patte arrière droite. Derrière elle venaient 3 louveteaux, leurs pattes trop longues pour leur corps, leurs mouvements incertains. Ils étaient jeunes, peut-être 4 mois, estima Monique. Nés au printemps, assez âgés pour être sevrés, mais pas assez pour chasser efficacement, pas assez pour survivre seuls. La mère louve s'arrêta à 30 mètres du porche. Elle regarda directement Monique, et dans ses yeux jaunes, il y avait quelque chose que Monique reconnut avec un choc qui la traversa comme de l'eau glacée, le désespoir. Les louveteaux se blottirent derrière leur mère, la queue entre les pattes, les oreilles couchées. L'un d'eux, le plus petit, vacilla sur ses pattes. Ils étaient affamés. Tous, mais surtout les petits. Monique posa sa tasse de café, lentement, prudemment. Elle ne fit aucun autre mouvement. Elle respirait à peine. La louve fit 3 pas de plus en avant. Assez près maintenant pour que Monique puisse voir la crête de sa colonne vertébrale,
les creux autour de ses côtes. Assez près pour voir la large bande de fourrure manquante autour de son cou, un collier de tissu cicatriciel qui parlait de quelque chose que Monique ne comprenait pas encore, mais qu'elle finirait par comprendre. La louve ouvrit la gueule et émit un son que Monique n'avait jamais entendu d'un loup sauvage auparavant. Pas un grognement ou un hurlement, mais une plainte, aiguë, faible et suppliante. Puis elle se retourna et retourna en boitant dans la forêt, ses petits la suivant. Elle regarda en arrière une fois, ses yeux jaunes trouvant ceux de Monique à travers l'obscurité grandissante. Monique resta assise sur le porche jusqu'à la nuit noire, longtemps après que son café fût devenu froid. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de toute autre chose. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Allongée dans son sac de couchage près du feu mourant, écoutant le vent gémir dans les pins au dehors, elle pensa à Jean-Pierre, à la fausse couche dont ils n'avaient jamais vraiment parlé, ce bébé venu trop tôt à 16 semaines et qui avait laissé un silence dans leur vie. Un silence qu'ils avaient comblé avec le travail, la nature et leur amour. Elle pensa à la dernière chose que Jean-Pierre lui avait dite le matin de sa mort, debout dans leur cuisine, sa tasse de café à la main, « N'oublie pas de vivre, Moni. Promets-le-moi. » Elle avait promis. Puis elle était venue ici pour se cacher. Mais la louve ne se cachait pas. La louve se battait encore, même blessée, même affamée, pour ses petits. Monique sortit le carnet de Jean-Pierre de sous son oreiller improvisé et passa ses doigts sur la couverture en cuir usé. À l'intérieur, son écriture soignée documentait des années d'observation. Dans une entrée, il avait écrit sur une louve qu'ils avaient pistée et qui avait perdu son partenaire à cause de chasseurs. La louve avait continué à s'occuper seule de ses petits, adaptant sa stratégie de chasse, voyageant plus loin, travaillant plus dur. La vie ne s'arrête pas à cause d'une perte, avait écrit Jean-Pierre. Elle change de forme, elle continue malgré tout. Dehors, la neige commença à tomber. La première vraie neige de la saison. De gros flocons dérivant comme du duvet. Au matin, Monique savait que le monde serait blanc. L'hiver arrivait, et cette louve et ses petits n'y survivraient pas seuls. Elle ne prit pas vraiment de décision. Une décision impliquait un choix, et cela ressemblait plus à une fatalité, à quelque chose qui s'était déjà produit et qu'elle ne faisait que rattraper. Monique se leva et ajouta du bois au feu. Puis elle se dirigea vers ses réserves de nourriture et sortit 2 boîtes de thon. Demain, elle les déposerait près du rocher. Demain, elle verrait ce qui se passerait. Demain, tout changerait. La neige tomba sans discontinuer pendant 3 jours, transformant le monde en quelque chose de pur et d'impitoyable. Monique se réveilla le 4e matin dans un silence de mauvais augure, cette qualité particulière de quiétude qui signifiait que la tempête était passée, mais qu'elle avait laissé de profondes congères dans son sillage. Elle poussa la porte du gîte et trouva l'hiver qui l'attendait. 60 centimètres de neige recouvraient tout, effaçant les repères familiers de sa petite clairière. Le ruisseau avait disparu sous le blanc. Même la lisière de la forêt semblait plus lointaine, transformée en un mur de troncs sombres s'élevant d'une couverture infinie. Monique avait laissé le thon dehors la veille de la tempête, le plaçant près de la pierre plate où elle déposait les restes. Elle avait regardé par la fenêtre la neige commencer à tomber, se demandant si la louve viendrait. Elle n'avait vu aucun mouvement. Le soir, les boîtes avaient disparu sous la neige qui s'accumulait. Maintenant, dans la lumière du petit matin, elle pouvait voir des traces. Pas seulement des traces, une piste traversant sa clairière depuis la lisière de la forêt. Elle menait là où elle avait laissé la nourriture, puis repartait. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le motif. Les traces étaient inégales, traînant par endroits, et il y avait des empreintes plus petites aussi, à peine visibles dans la neige remuée. Monique enfila ses bottes et son manteau, et suivit la piste des yeux. Elle menait vers le côté ouest de son gîte, là où elle ne pouvait pas voir depuis les fenêtres. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle attrapa les jumelles de Jean-Pierre et contourna le gîte, se déplaçant avec précaution dans la neige profonde. La louve était allongée contre le mur du gîte, sa fourrure noire contrastant violemment avec le blanc. Les 3 louveteaux étaient pressés contre elle, essayant de se blottir dans sa chaleur. Ils étaient tous saupoudrés de neige et ils ne bougeaient pas. Monique retint son souffle. Puis le plus petit louveteau leva faiblement la tête et elle vit qu'ils étaient vivants. À peine, mais vivants. Elle s'approcha lentement, se faisant petite, non menaçante. Les yeux de la mère louve s'ouvrirent. Elle ne grogna pas, ne claqua pas des dents. Elle regarda simplement Monique avec ses yeux jaunes. Et en eux, il y avait quelque chose au-delà du désespoir.
Maintenant, c'était de l'abandon. Ou de la confiance. Peut-être que c'était la même chose. Je sais, dit doucement Monique. Je vous vois. Elle pouvait tout voir maintenant, dans la claire lumière du matin. La blessure de la louve était pire qu'elle ne l'avait pensé. La patte arrière droite était légèrement tordue. Une vieille fracture qui avait mal guéri. La cicatrice autour de son cou était épaisse et noueuse, la fourrure ayant repoussé par plaques. Et quand Monique regarda de plus près, elle put voir autre chose. Une petite section de la cicatrice avait quelque chose d'incrusté, à peine visible à travers la fourrure, quelque chose de métallique. Les louveteaux étaient dans un état terrible. Leurs côtes saillaient à travers leur fine fourrure. Leurs yeux étaient ternes. La respiration du plus petit était superficielle et rapide. Ils avaient été dehors dans la tempête pendant des jours, brûlant le peu d'énergie qui leur restait juste pour essayer de rester au chaud. La formation professionnelle de Monique lui disait de ne pas intervenir. Sa formation professionnelle lui disait que les animaux sauvages doivent rester sauvages, que l'intervention humaine causait plus de problèmes qu'elle n'en résolvait, que la nature devait suivre son cours. Mais sa formation professionnelle n'avait jamais vu un mari mourir dans un lit d'hôpital. N'avait jamais ressenti ce vide particulier qui vient de la perte de la personne qui vous fait vous sentir moins seul. N'avait jamais compris ce que signifiait être une mère qui ferait n'importe quoi, pour sauver ses petits. Elle prit sa décision en un battement de cœur. « Restez ici, dit-elle à la louve, comme si l'animal pouvait comprendre. Je vais vous aider. » Monique retourna dans le gîte et attrapa la lourde couverture en laine de Jean-Pierre, la bleue qu'il gardait dans sa Renault 4 pour les urgences. Elle la porta dehors et s'agenouilla dans la neige à côté du plus petit louveteau. La mère louve regardait, mais ne bougeait pas. Ne s'opposait pas. Monique enveloppa soigneusement le petit dans la couverture, sentant sa légèreté, son minuscule cœur battant la chamade contre ses mains. Elle le porta à l'intérieur et le déposa près du feu, qu'elle avait entretenu la nuit précédente et qui dégageait encore de la chaleur. Elle retourna chercher les deux autres louveteaux. La mère louve la laissa les prendre un par un. Laissa cette étrangère humaine emporter ses bébés. C'était l'acte de confiance ultime, et Monique en sentit le poids dans sa poitrine comme une pierre. Quand les trois louveteaux furent à l'intérieur, disposés près du feu sur la couverture, Monique retourna chercher la mère. « C'est ton tour, dit-elle. » La louve essaya de se lever mais n'y parvint pas. Sa patte blessée ne pouvait plus supporter son poids. Elle avait trop tiré sur la corde, trop longtemps, et son corps avait lâché. Monique n'y pensa pas. Elle s'avança simplement et glissa ses bras sous le corps de la louve, un bras sous sa poitrine, un sous ses hanches, en faisant attention à la patte blessée. La louve était lourde, peut-être 30 kilos, et le dos de Monique protesta tandis qu'elle la soulevait, mais elle avait porté des sacs plus lourds sur des terrains plus difficiles. Elle pouvait le faire. La louve ne se débattit pas. Elle se laissa porter, sa tête reposant contre l'épaule de Monique, et Monique pouvait sentir les battements rapides de son cœur, la chaleur de son souffle. Elle transporta la louve à travers la porte ouverte de son gîte et la déposa doucement près de ses petits. La louve renifla immédiatement chaque louveteau, les vérifiant, se rassurant qu'ils étaient en vie. Le plus petit émit un son faible, presque un miaulement, et se blottit plus près de sa mère. Monique recula et regarda ce qu'elle avait fait. 4 loups dans son gîte. Une mère et ses petits. Des animaux sauvages qui devraient être dans la forêt, pas blottis près du feu d'un humain. Mais ils étaient là maintenant, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle ferma la porte contre le froid et se dirigea vers ses réserves de nourriture. Elle avait encore 2 boîtes de thon, du chevreuil séché qu'un chasseur lui avait donné en échange de son aide pour trouver un site de pistage des années auparavant, et la moitié d'un lapin de son dernier piège réussi. Elle ouvrit le thon et le déposa dans une gamelle près de la mère louve. Elle déchira le chevreuil séché en petits morceaux pour les louveteaux. Les louveteaux étaient trop faibles pour manger au début, mais Monique trempa ses doigts dans le jus du thon et les laissa le lécher. Le sel et la graisse semblèrent les ranimer légèrement. Après quelques minutes, ils commencèrent à grignoter les morceaux de chevreuil. Monique s'assit dos au mur du gîte et les regarda. Le feu crépitait. Dehors, le vent poussait plus de neige contre les fenêtres. À l'intérieur, 4 créatures sauvages mangeaient sa nourriture et commençaient, à peine, à se rétablir. Le plus petit louveteau finit de manger le premier et rampa sur les genoux de Monique, se pelotonnant dans les plis de la couverture de Jean-Pierre. Il était si petit, si fragile. Elle pouvait sentir chacun de ses os.
Elle posa sa main sur son flanc et sentit les battements de cœur trop rapides, la respiration trop superficielle. « Tu vas t'en sortir », murmura-t-elle au louveteau. « Vous tous. Je le promets. » C'était une promesse qu'elle n'avait aucun droit de faire. Une promesse qui pourrait être impossible à tenir. Mais elle la fit quand même. Parce que parfois, c'est ce qu'on fait quand on est brisé et que quelque chose de plus brisé encore a besoin de vous. La mère louve finit de manger et se coucha, la tête sur ses pattes, regardant Monique tenir son plus petit. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose de nouveau dans le regard de la louve. Une reconnaissance, une compréhension. D'une mère à une autre. Monique baissa les yeux sur le louveteau sur ses genoux, sur la couverture de Jean-Pierre enroulée autour de son petit corps, et sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, quelque chose qui était gelé depuis l'hôpital, depuis les funérailles, depuis qu'elle était montée ici avec l'intention de disparaître. Elle pleurait. Elle ne savait pas quand elle avait commencé, mais des larmes coulaient sur son visage, chaudes et irrépressibles. « J'ai perdu la mienne aussi », dit-elle à la louve. « Il y a très longtemps. Trop petite, trop tôt. Je sais ce que ça coûte. » La louve se contenta de regarder, ses yeux jaunes ne clignant pas. Dehors, la neige continuait de tomber, les scellant tous ensemble. À l'intérieur, le feu brûlait, chaleureux. Et pour la première fois depuis la mort de Jean-Pierre, Monique Dubois ressentit autre chose que le vide. Elle se sentit nécessaire. Le premier matin avec les loups dans le gîte fut comme se réveiller dans la vie de quelqu'un d'autre. Monique ouvrit les yeux sur la lumière grise de l'aube et le bruit de petits corps s'agitant près du feu. Pendant un instant confus, elle crut être de retour à Toulouse, que Jean-Pierre préparait le café dans la cuisine, que tout était normal. Puis elle vit la mère louve la regarder à 2 mètres de distance, et la réalité reprit sa place. La louve n'avait pas beaucoup bougé pendant la nuit. Elle était restée près de ses petits, qui étaient entassés sur la couverture de Jean-Pierre comme un tas de fourrure sombre et de pattes surdimensionnées. La plus petite, celle que Monique avait tenue, était nichée entre ses frères et sœurs, respirant plus régulièrement que la veille. C'était déjà ça. Monique s'assit lentement, sans faire de mouvement brusque. Les oreilles de la louve suivirent ses gestes, mais elle ne grogna pas, ne montra pas les dents. Elle observait simplement avec ce regard constant et évaluateur qu'ont les loups. Monique l'avait vu 1 millier de fois sur le terrain, mais jamais depuis l'intérieur d'un gîte, jamais d'aussi près. Elle avait passé des années à pister les loups, à les observer à distance de sécurité, à documenter leur comportement pour des rapports officiels. Elle savait ce qu'ils mangeaient, où ils tanieraient, comment ils élevaient leurs jeunes. Elle connaissait la dynamique des meutes, les étendues des territoires et les schémas d'accouplement. Mais aucune de ses connaissances professionnelles ne l'avait préparée à partager un espace de 12 mètres carrés avec 4 d'entre eux. Le gîte semblait soudain très petit. Monique se leva et ajouta du bois au feu, se déplaçant avec précaution, gardant ses gestes lents et non menaçants. La mère louve regarda mais ne réagit pas. Les louveteaux s'agitèrent au bruit mais ne se réveillèrent pas. Dehors, le monde était toujours prisonnier du blanc. La tempête était passée, mais elle avait laissé au moins 60 centimètres de neige dans la clairière, peut-être plus dans les congères. Le vieux chemin forestier serait impraticable pendant des semaines, peut-être jusqu'au printemps si d'autres tempêtes arrivaient. Ils étaient vraiment isolés maintenant. Pas de sortie, personne n'entrant. Monique remplit sa bouilloire de neige et la posa sur le poêle pour la faire fondre. Elle avait un puits à pompe manuel derrière le gîte, mais il faudrait du travail pour le déneiger, et elle devait d'abord maintenir les loups calmes, établir une routine, créer des limites. Elle utilisa une vieille étagère pour cloisonner un coin du gîte, créant un espace pour les loups. Ce n'était pas grand-chose, juste une barrière visuelle, quelque chose pour leur donner leur propre territoire. Elle déplaça la couverture de Jean-Pierre dans cet espace, et la mère louve comprit immédiatement. Elle rassembla ses petits avec de douces poussées du museau et les déplaça derrière l'étagère. Les louveteaux se plaignirent avec de petits jappements et gémissements, mais ils suivirent. « Bien, dit doucement Monique. C'est votre espace. Ceci est le mien. Nous allons trouver comment partager. » Elle savait qu'elle se parlait plus à elle-même qu'à la louve. Le son de sa propre voix l'aidait. Elle était restée silencieuse si longtemps ici, et le silence l'avait engloutie. Maintenant, elle avait une raison de parler, même si son seul public était une louve qui ne pouvait comprendre les mots. L'eau se mit à bouillir. Monique se prépara un café léger et se tint près de la fenêtre, le buvant et regardant la clairière enneigée.
Elle pensa à ses provisions. Elle avait prévu pour une personne vivant frugalement pendant 3 mois. Maintenant, elle nourrissait 4 loups. Le calcul ne tenait pas. Le plus petit louveteau sortit de derrière l'étagère, reniflant prudemment. Il vit Monique et se figea, les oreilles en arrière, prêt à détaler. Elle resta très immobile, tenant sa tasse de café, ne regardant pas directement le petit. Après un moment, il fit un autre pas, puis un autre. Il était plus courageux que ses frères et sœurs, ou peut-être simplement plus désespéré. Monique posa sa tasse et s'agenouilla lentement. Le louveteau s'arrêta. Ils se regardèrent pendant un long moment. La vieille femme et le jeune loup, tous deux testant les limites. De derrière l'étagère s'éleva un grognement sourd et menaçant. La mère louve apparut, se déplaçant avec raideur sur sa patte blessée, se positionnant entre Monique et le petit. Le message était clair, vous nous avez aidés, et je vous en suis reconnaissante, mais ce sont toujours mes enfants. Je sais, dit Monique. Je ne vais pas leur faire de mal. Mais ils ont besoin de manger. Elle se dirigea vers ses réserves de nourriture et sortit la dernière boîte de thon et le reste du chevreuil séché. Ce n'était pas assez. Elle devrait vérifier sa ligne de coller aujourd'hui, tempête ou pas. Ils avaient tous besoin de protéines. Elle ouvrit le thon et le divisa en 2 gamelles, une pour la mère, une pour les petits à partager. Elle les posa dans l'espace neutre entre sa zone et la leur. La mère louve s'approcha prudemment, renifla la gamelle, puis commença à manger. Elle mangea rapidement, sur la défensive, comme un animal qui n'avait pas mangé régulièrement depuis longtemps. Les louveteaux se précipitèrent, les 3 allant vers leur gamelle en même temps. Il y eut des chamailleries, de petits grognements, le plus hardi bousculant ses frères et sœurs pour obtenir les plus gros morceaux. Monique les regarda et sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Ils avaient des personnalités, ces petits. Le hardi était probablement un mâle, pensa-t-elle. Le timide restait en retrait jusqu'à ce que ses frères et sœurs aient mangé à leur faim. Et la plus petite, celle qu'elle avait enveloppée dans la couverture de Jean-Pierre, mangeait avec une détermination féroce malgré sa faiblesse. Une battante. Manon, dit-elle doucement, en regardant la plus petite. Je t'appellerai Manon. Le hardi, elle le nomma dans sa tête Léo, sachant que c'était peu imaginatif, mais juste. La timide devint Chloé. Des noms simples, des noms privés. Elle ne les prononcerait pas à voix haute. Ils devaient rester sauvages, rester des loups. Les noms transformaient les choses en animaux de compagnie, et les animaux de compagnie ne survivaient pas dans la nature. Mais penser à eux comme des individus l'aidait à les comprendre, à prédire leurs mouvements, leurs besoins. Une fois que les loups eurent fini de manger, Monique enfila son lourd manteau, ses bottes, ses gants. Elle devait déneiger jusqu'au puits, vérifier sa ligne de collet, voir si l'un des pièges avait attrapé quelque chose avant que la tempête ne les enterre. La mère louve observa ses préparatifs avec intérêt, et Monique se demanda si la louve comprenait qu'elle sortait, qu'elle partait. Paniquerait-elle? Essaierait-elle de partir? Je reviens, lui dit Monique. C'est promis. Je vais juste chercher de l'eau et de la nourriture. Elle ouvrit la porte et sortit dans le monde d'un blanc éclatant. Le froid la frappa comme un poing, lui coupant le souffle. Derrière elle, elle entendit un mouvement, une plainte douce. Elle se retourna pour voir la mère louve debout sur le seuil, regardant la neige, la forêt au-delà. Pendant un instant, Monique pensa qu'elle pourrait s'enfuir, rassembler ses petits et disparaître à nouveau dans la nature. Mais la louve resta là, respirant l'air froid, ses yeux jaunes scrutant la lisière des arbres. Puis elle se retourna et retourna en boitant dans le gîte, vers ses petits, vers la chaleur et la sécurité. Monique ferma la porte et s'appuya contre elle, son cœur battant à tout rompre. La louve avait choisi de rester, avait choisi cet abri fragile plutôt que la liberté. Ce choix signifiait quelque chose. Il signifiait la confiance, aussi hésitante soit-elle. Il signifiait la responsabilité. Il signifiait que Monique ne pouvait pas les laisser tomber. Elle se détacha de la porte et commença à creuser son chemin vers le puits, la neige volant de sa pelle en grands arcs blancs. Son souffle formait de la vapeur dans l'air glacial. Ses muscles brûlaient. Elle avait 62 ans, seule dans la nature, abritant des loups sauvages dans son gîte, et elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. Jean-Pierre aurait compris. Il aurait fait la même chose. Elle pouvait presque entendre sa voix dans le vent. N'oublie pas de vivre, Moni. Elle n'oubliait plus.
Une semaine après le début de leur arrangement, Monique établit une routine qui semblait presque normale. Elle se réveillait à l'aube, ajoutait du bois au feu, faisait fondre de la neige pour l'eau. Les loups se réveillaient en même temps qu'elle, les petits s'étirant et bâillant, montrant des dents pointues qui seraient un jour des armes, mais qui pour l'instant étaient juste attachantes. La mère louve était plus lente à se lever, sa patte blessée raide le matin. Elle observait toujours Monique d'abord, évaluant avant de s'occuper de ses jeunes. Monique avait trouvé le vieux sifflet en bois de Jean-Pierre au fond de son sac, une chose simple qu'il avait sculptée dans du pin pendant une longue planque un hiver. Il l'utilisait pour lui faire signe quand ils travaillaient séparément dans la forêt, un moyen de communiquer à distance sans crier et effrayer la faune. Maintenant, elle l'utilisait pour signaler les heures de repas. Elle soufflait 2 notes courtes, puis déposait la nourriture qu'elle avait préparée. Les loups apprirent vite. Au 3e jour, il venait quand elle sifflait, sortant de derrière l'étagère avec une anticipation prudente. Au 5e jour, les louveteaux remuaient la queue. C'est Léo qui l'approcha le premier. Monique était assise près du feu, réparant une déchirure dans son manteau, quand le louveteau s'avança à pas de loup. Il était plus grand que ses frères et sœurs, plus costaud, avec une tache blanche sur la poitrine qui le marquait clairement. Il s'approcha assez pour renifler ses bottes, son nez noir s'activant, traitant son odeur. Elle resta très immobile, l'aiguille et le fil oubliés sur ses genoux. Léo renifla sa botte, puis son genou. Puis, dans un moment de pure audace qui correspondait à son nom, il renifla sa main. La mère louve grogna de l'autre côté de la pièce. Un avertissement. Les oreilles de Léo se couchèrent, mais il ne recula pas. Il testait les limites, découvrait son monde. Monique comprit. Elle avait élevé assez de chiots à l'époque où elle et Jean-Pierre avaient des chiens de travail. Les plus hardis étaient toujours les premiers à explorer, les premiers à avoir des ennuis, les premiers à apprendre. Tout va bien, dit doucement Monique à la mère, à Léo, à elle-même. On dit juste bonjour. Elle ne tendit pas la main vers le petit, n'essaya pas de le caresser, le laissa simplement satisfaire sa curiosité. Après un moment, Léo retourna vers sa mère. Mission accomplie. Il avait enquêté sur l'étrange créature à 2 pattes et avait survécu. Cela faisait de lui un brave dans son propre petit monde. La mère louve se détendit, se recouchant, mais Monique remarqua le regard dans ses yeux, un mélange de lassitude et de résignation. Elle ne pouvait pas protéger ses petits de tout, surtout pas de l'humain qui contrôlait la nourriture et la chaleur dont ils avaient besoin pour survivre. Monique retourna à sa couture, mais son esprit était ailleurs. Elle était sortie vérifier sa ligne de collet ce matin-là, pataugeant dans une neige jusqu'aux hanches, et avait trouvé un piège déclenché avec un jeune lapin. Pas grand-chose, mais quelque chose. Elle avait aussi trouvé des traces de loups, pas de ces loups, mais d'autres, une meute peut-être, ou des loups solitaires chassant sur le même territoire. Les traces étaient anciennes, partiellement remplies de neige fraîche, mais elles lui rappelaient que cette forêt n'était pas vide. Ces loups n'étaient pas les seuls à essayer de survivre ici. Elle pensa à la blessure de la mère louve, à sa claudication permanente. Dans une meute, un loup blessé pouvait être protégé par les membres de sa famille, nourri et soigné jusqu'à sa guérison. Mais une louve seule avec des petits, incapable de chasser efficacement, aurait du mal, mourrait de faim. Le fait que cette louve ait réussi à aller aussi loin témoignait de sa détermination, de sa volonté de survivre pour ses jeunes. Monique regarda la louve et prit une décision. Elle se dirigea vers le sac de Jean-Pierre suspendu à une patère près de la porte et en sortit son vieux couteau de terrain. Elle avait évité cela, se disant que ce n'était pas nécessaire, mais elle avait vu comment la mère louve grimaçait quand elle bougeait d'une certaine manière. Quelque chose la dérangeait au-delà de sa vieille blessure à la patte. Elle s'approcha lentement de la louve, le couteau tenu lâchement dans sa main. Les yeux de la louve suivirent la lame, et ses babines se retroussèrent légèrement sur ses dents. Pas une menace, juste de la nervosité. « Je sais, dit Monique. Je sais que ça n'a pas l'air bon, mais je dois vérifier quelque chose. Cette cicatrice sur ton cou, il y a quelque chose dedans. » Elle s'agenouilla à une distance qui semblait respectueuse, laissant à la louve l'espace de s'enfuir si elle le voulait, mais la louve ne s'enfuit pas. Elle regarda simplement, tendue et incertaine. Monique posa le couteau là où la louve pouvait le voir, il n'était pas caché. Puis elle tendit la main, paume vers le haut, vide. Attendit. Les secondes s'étirèrent. Le feu crépitait. Les louveteaux jouaient entre eux derrière l'étagère, inconscients de la tension. Finalement, la mère louve baissa légèrement la tête.
Pas de la soumission, pas exactement. Plutôt une reconnaissance, un signe de tête entre égaux. Monique s'avança lentement et toucha le tissu cicatriciel épais autour du cou de la louve. Elle le sentait maintenant. Quelque chose de dur sous la fourrure et la peau. Quelque chose qui n'avait rien à faire là. La louve tressaillit mais ne se retira pas. Monique écarta soigneusement la fourrure. Là, incrusté dans le tissu cicatriciel, se trouvait un petit morceau de métal avec un numéro de série estampé dessus. Une partie d'un collier. Un collier de pistage, réalisa T.L. avec un choc. Cette louve avait été équipée d'un collier par des humains, et d'une manière ou d'une autre, le collier s'était cassé, mais un morceau était resté, s'enfonçant dans la peau. « Tu as été marqué », murmura Monique. Quelqu'un te suivait. Les questions affluèrent dans son esprit. Qui avait mis ce collier à cette louve? Quand? Pourquoi? Faisait-elle partie d'une étude, d'un programme de réintroduction? Et si elle était toujours suivie, quelqu'un viendrait-il la chercher? Les implications firent se nouer l'estomac de Monique. Si cette louve faisait partie d'un programme officiel, alors l'abriter était probablement illégal. L'OFB voudrait savoir où elle était, ce qui lui était arrivé. Et s'il découvrait que Monique la gardait, la nourrissait, l'abritait, il y aurait des conséquences. Mais c'étaient des problèmes pour un autre jour. Pour l'instant, elle avait un morceau de métal incrusté dans le cou d'une louve, et il fallait l'enlever avant que cela ne provoque une infection. Monique récupéra le couteau et le tint dans le feu pendant 1 minute, stérilisant la lame du mieux qu'elle pouvait. La louve regardait avec ses yeux jaunes, comprenant d'une manière ou d'une autre que la douleur arrivait, mais qu'elle était nécessaire. Quand Monique revint et toucha la lame sur le tissu cicatriciel, le corps de la louve se raidit, mais elle ne claqua pas des dents, ne mordit pas. Cela prit moins d'1 minute. Le fragment était assez superficiel pour que Monique puisse le retirer avec la pointe du couteau. Il se détacha avec un petit suintement de sang qu'elle nettoya avec de la neige et une bande de tissu propre déchirée. La louve endura tout en silence. Sa seule reconnaissance fut une plainte douce quand ce fut terminé. Monique tint le fragment de collier dans sa paume, étudiant le numéro de série. Une preuve, la preuve que cette louve avait une histoire, un passé qui impliquait des humains. Elle devrait le signaler, contacter l'OFB, expliquer la situation, demander conseil. Au lieu de cela, elle mit le fragment dans sa poche et retourna de son côté du gîte. La louve lécha la plaie nettoyée, puis s'installa avec ses petits. La blessure guérirait maintenant, correctement cette fois, sans qu'un métal étranger n'empoisonne son corps. Ce soir-là, Monique se tint sur son porche et souffla 2 fois dans le sifflet. Elle entendit un mouvement à l'intérieur, le bruit doux des pattes, la bousculade des louveteaux se chamaillant. Elle rentra et déposa leur dîner. La viande de lapin partagée en 4. Un peu de riz cuit qu'elle s'était fait et qu'elle partageait. Les loups mangèrent. Monique les regarda. Léo s'approcha assez pour manger dans sa main, ses dents de chiot pointues douces sur sa paume. Chloé restait en retrait, mais regardait avec intérêt. Manon, toujours battante, toujours déterminée, mangea jusqu'à ce que son petit ventre soit rond. Dehors, la nuit tomba sur les montagnes. À l'intérieur, le feu brûlait, chaleureux. Et pour la première fois, Monique se permit de penser à ce qu'elle avait évité. Elle n'était pas prête à les laisser partir. Elle n'était pas prête à être de nouveau seule. Le trajet jusqu'au col du Pin prit 2 heures sur des routes qui avaient été partiellement déneigées par les chasse-neige du département. Monique partit à l'aube après avoir laissé assez de nourriture pour que les loups soient tranquilles pendant son absence. La mère louve la regarda préparer ses affaires avec quelque chose qui ressemblait à de l'anxiété, et Monique se retrouva à lui expliquer ses plans à voix haute. « Je serai de retour avant la nuit, dit-elle à la louve. C'est promis. J'ai juste besoin de provisions, de nourriture, de médicaments, des choses dont nous avons toutes les deux besoin. » La louve la fixa simplement de ses yeux jaunes et connaisseurs. Et Monique se demanda, pas pour la première fois, ce que l'animal comprenait réellement. La route serpentait à travers des forêts de pins chargées de neige, passant devant des embranchements menant à des chalets d'été vides et sombres. La Renault 4 de Monique était vieille mais fiable, et Jean-Pierre s'était assuré qu'elle ait de bons pneus neige. Elle avait redouté ce voyage, redouté les gens, les questions, le poids de l'interaction sociale. Mais la nécessité la poussait en avant. Ils étaient presque à court de nourriture. Ces pièges n'avaient pas été productifs. Elle devait se réapprovisionner ou ils mourraient tous de faim.
Le col du Pin apparut au détour d'un virage comme quelque chose d'une autre époque. Une seule rue principale bordée de bâtiments aux façades en bois. Des drapeaux français pendaient, mous, dans l'air froid. Des 4x4 étaient garés en épi devant l'épicerie et le bistrot. Population, peut-être 300 habitants répartis dans la vallée environnante. Le genre de village où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Monique se gara devant l'épicerie Leroux et resta assise un instant, se reprenant. À travers la vitrine du magasin, elle pouvait voir des gens à l'intérieur. Des locaux faisant leurs courses, parlant, vivant leur vie ordinaire. Elle se sentit comme une imposture, quelqu'un qui était sorti du monde normal et ne savait pas comment y revenir. Elle se força à sortir de la voiture. La chaleur du magasin la frappa comme une vague quand elle ouvrit la porte. Une chanson de variété française passait à faible volume sur une radio derrière le comptoir. L'odeur de café, de sciure de bois et de vieux bois emplit ses narines. Stéphane Leroux se tenait à la caisse, encaissant l'achat d'une femme âgée que Monique ne reconnut pas. « Monique Dubois !» dit Stéphane, la surprise claire dans sa voix. « J'ai entendu dire que vous étiez au vieux gîte. Comment ça va là-haut » ? « Ça va bien, dit Monique, prenant un panier dans la pile près de la porte. Juste besoin de refaire quelques provisions. Terrible pour Jean-Pierre, continua Stéphane, sa voix baissant pour prendre ce ton particulier que les gens utilisent pour parler de la mort. C'était un homme bien. Vraiment un homme bien. Oui, il l'était. Monique se dirigea vers l'allée des conserves avant que Stéphane ne puisse en dire plus. Elle ne voulait pas de condoléances, ne voulait pas en discuter. Elle voulait juste prendre ses provisions et partir. Elle se déplaça méthodiquement dans le magasin, remplissant son panier. Boîte de thon, haricots, riz, farine. Plus de café. Du vrai café cette fois, pas les fonds qu'elle rationnait. Barre de protéines, saucisson, piles supplémentaires pour sa lampe de poche. Elle prit des compresses et de l'antiseptique, pensant à la blessure au cou de la mère Louve. Puis elle s'arrêta au comptoir de la boucherie. « Je pourrais avoir 5 kilos de bœuf haché » demanda-t-elle au boucher. « Le moins cher que vous ayez. » Le boucher, un jeune homme à la barbe clairsemée, parut surpris. « 5 kilos ? C'est beaucoup de viande pour une seule personne. »« Je fais des réserves, » dit Monique. « L'hiver est long. » Pendant qu'il emballait la viande, l'attention de Monique fut attirée par un tableau d'affichage près du comptoir. Des prospectus et des avis le recouvraient, événements communautaires, objets à vendre, offres d'emploi. Mais un avis en particulier attira son œil. « Attention loup » était-il écrit en grosses lettres. En dessous, plusieurs observations de loups signalées dans la région du massif des Pyrénées. Perte de bétail confirmée. Il est conseillé aux résidents de sécuriser leurs animaux et de signaler toute activité de loup à l'OFB. Permis de chasse disponible pour les loups à problème. Contactez Nicolas Fournier, spécialiste agréé du contrôle des prédateurs. L'estomac de Monique se serra. Elle s'approcha pour lire les petits caractères. L'avis listait des zones spécifiques où des loups avaient été vus, et l'une d'elles était à moins de 10 km de son gîte. Maudits loups, ils ont causé des problèmes toute la saison, dit une voix derrière elle. Monique se retourna pour trouver un homme d'une cinquantaine d'années qui étudiait le même avis. Il portait l'uniforme de l'éleveur, jean usé, bottes de travail, une lourde veste en toile. Son visage était buriné, méfiant. « J'ai perdu 2 veaux le mois dernier », continua l'homme. « Je les ai retrouvés déchiquetés dans le pâturage nord. L'OFB dit que ce sont des loups de ce programme de réintroduction qu'ils ont fait il y a quelques années. Comme si on avait besoin de plus de prédateurs dans ces montagnes. Parfois, on accuse les loups pour des pertes qui ne sont pas de leur fait, dit prudemment Monique. Les renards, les chiens errants, même les lynx peuvent être confondus avec des attaques de loups. » Les yeux de l'homme se plissèrent. « Vous défendez les loups ? Je dis juste qu'il est important d'être précis. J'ai travaillé pour l'OFB. J'ai vu beaucoup de prédations mal identifiées. Eh bien, c'était des loups, madame. Je reconnais une trace de loup quand j'en vois une. Et il y a toute une meute là-dehors, y compris une grande femelle noire avec des petits. Je l'ai vue moi-même près du ruisseau du Cuivre. C'est à peine à 12 km d'ici. » Le cœur de Monique martelait contre ses côtes. Le ruisseau du Cuivre était proche de son gîte. Très proche. Nicolas Fournier la piste, continua l'homme. Il dit qu'elle a une patte folle.
ça la rend plus facile à suivre. Il l'aura bientôt. Il se débarrassera de tout le problème. Le boucher revint avec sa viande emballée, et Monique la prit avec des mains qu'elle dut s'efforcer de garder stables. Elle marmonna quelque chose de poli à l'éleveur et se dirigea vers la caisse, son esprit tournant à plein régime. Nicolas Fournier, un spécialiste du contrôle des prédateurs, chassant activement une louve noire avec des petits et une patte blessée. Sa louve. Il chassait sa louve. Stéphane encaissa ses achats, bavardant de choses que Monique entendit à peine. Elle paya en espèces, chargea tout dans un caddie, et se dirigeait vers la porte quand celle-ci s'ouvrit et un homme entra. Il était grand, mince, avec un visage buriné de chasseur et des yeux gris et froids. Il portait une lourde veste et se déplaçait avec une sorte de confiance désinvolte que Monique reconnut, la confiance de quelqu'un qui est très bon dans ce qu'il fait et le sait. Son regard balaya le magasin et se posa sur elle, et quelque chose dans son expression fit se hérisser les poils de sa peau. « Madame Dubois » appela Stéphane de derrière le comptoir. « Vous connaissez Nicolas Fournier ? Il aide les gens avec leurs problèmes de loup. » Nicolas tendit la main. Monique n'eut d'autre choix que de la serrer. Sa poignée était ferme, évaluatrice. « J'ai entendu dire que vous restiez au vieux gîte du bois, » dit Nicolas. « C'est un coin assez isolé. Vous avez vu des loups par là-haut ? » Je n'ai pas vu grand-chose, dit Monique, gardant sa voix neutre. J'ai été principalement bloqué par la neige. Les yeux de Nicolas étaient trop vifs, trop perspicaces. Eh bien, gardez l'œil ouvert. Il y a une louve noire avec des petits que nous suivons. Un animal dangereux. Un membre de sa meute a tué du bétail d'un éleveur. Elle est blessée. Probablement désespérée. Ça la rend imprévisible. Si vous la voyez, appelez l'OFB tout de suite. Ne l'approchez pas. Je sais qu'il ne faut pas approcher les loups, dit Monique. Comme je l'ai dit à Stéphane, j'ai travaillé pour l'OFB. Alors vous savez combien il est important de contrôler les animaux à problème avant qu'ils ne s'habituent aux humains. Nicolas sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Ces loups, ils viennent de ce programme de réintroduction raté. La plupart ont été abattus par des locaux qui n'en voulaient pas ici. Cette femelle noire, cependant, elle est intelligente. Elle a survécu plus longtemps que le reste de sa meute. Mais son temps est compté. Monique se força à hocher la tête, se força à rester calme. Je garderai l'œil ouvert. Faites ça. Nicolas s'écarta pour la laisser passer. Et si vous entendez quelque chose, voyez quelque chose, même de vieilles traces, faites-le moi savoir. J'offre une récompense de 200 € pour toute information menant à sa localisation. Monique poussa son caddie dehors sans répondre. Ses mains tremblaient tandis qu'elle chargeait les provisions dans sa Renault 4. 200 € pour une information. Nicolas Fournier était sérieux au sujet de trouver cette louve. Et il était bon dans son travail. Elle pouvait le dire juste en le regardant. Le genre d'homme qui savait comment pister, comment chasser, comment tuer efficacement. Elle quitta le col du Pin avec le pied plus lourd sur l'accélérateur que nécessaire. Les montagnes s'élevaient autour d'elle, couvertes de neige et silencieuses, et tout ce à quoi elle pouvait penser était de retourner au gîte, de retourner auprès des loups. Auprès de la famille qu'elle n'avait pas eu l'intention de créer. Le soleil se couchait quand elle arriva enfin au gîte. Elle attrapa les provisions qu'elle pouvait porter et se dépêcha d'entrer. La mère louve était à la porte avant que Monique ne l'ait complètement ouverte, et le soulagement dans ses yeux jaunes était indubitable. Les louveteaux bondirent en avant, Léo sautant pour renifler les sacs que Monique portait. Ils s'étaient inquiétés. Ils avaient attendu. « Je suis de retour », dit Monique en posant les provisions. « Je suis là. Vous êtes en sécurité. » Mais même en le disant, elle savait que ce n'était pas vrai. Ils n'étaient pas en sécurité. Quelqu'un les chassait, et maintenant Monique devait trouver comment les garder en vie. Cette nuit-là, Monique s'assit près du feu, la photo de mariage de Jean-Pierre à la main. La photo était froissée et usée d'avoir vécu dans sa poche ces derniers mois. Sur celle-ci, ils étaient jeunes, 30 ans de moins, debout devant la mairie de Toulouse, avec des sourires ridicules sur leurs visages. Le bras de Jean-Pierre était autour de sa taille, sa tête reposait sur son épaule. Ils avaient l'air si certains alors, si sûrs que l'amour suffisait. La mère louve était allongée à proximité, plus près qu'elle ne l'avait jamais été auparavant, assez près pour que Monique puisse tendre la main et la toucher sans bouger de sa place. Les louveteaux dormaient derrière l'étagère,
leurs petits corps se soulevant et s'abaissant au rythme de leur respiration. Léo ronflait doucement. Manon tressaillait dans son sommeil, rêvant de ce dont rêvent les loups. Il s'appelait Jean-Pierre, dit doucement Monique, parlant à la louve comme elle avait pris l'habitude de le faire le soir. Nous avons été mariés 38 ans. La plupart de ces années ont été bonnes. Pas toutes. Aucun mariage n'est parfait. Mais la plupart. Les oreilles de la louve pivotèrent vers sa voix, mais elle ne leva pas la tête. Elle écoutait simplement avec cette immobilité patiente qu'ont les loups. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Je suis tombée enceinte une fois, au début. J'ai tenu jusqu'à 16 semaines avant de perdre le bébé. Une fille, ils ont dit. Nous allions l'appeler Anna. La voix de Monique se brisa. Elle n'avait jamais prononcé ce nom à voix haute. Pas une seule fois en 37 ans. Après ça, rien. Ça ne voulait plus arriver. Jean-Pierre disait que ce n'était pas grave. Que nous avions l'un l'autre et que c'était suffisant. Et ça l'était, la plupart du temps. Mais parfois, je me demandais. Elle regarda la louve, la façon dont son corps se courbait protecteur vers l'endroit où dormaient ses petits. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Perdre quelque chose que tu étais censé protéger. Échouer à la seule chose qui compte le plus. Les yeux jaunes de la louve croisèrent les siens dans la lumière du feu. Pendant un instant, Monique aurait juré que l'animal comprenait. Comprenait vraiment. Jean-Pierre est mort dans notre cuisine. Il s'est juste effondré. Crise cardiaque massive. Mort avant l'arrivée du SAMU. J'étais juste là et je n'ai rien pu faire. Je n'ai pas pu le sauver. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir correctement. Monique s'essuya les yeux du revers de la main. Je suis venu ici parce que je ne savais pas comment vivre dans un monde sans lui. Je n'en avais pas vraiment envie. Je pensais que si je m'éloignais assez de tout, je pourrais simplement disparaître. Laissez l'hiver m'emporter. Elle posa la photo par terre entre elles, une offrande, une vérité partagée. Mais ensuite, tu es arrivé. Toi et tes bébés. Et soudain, j'ai eu une raison de continuer. C'est incroyable, non? Monique rit, mais le son sortit brisé. Une louve m'a sauvé. Une louve brisée a sauvé une femme brisée. La louve bougea, levant la tête. Elle regarda la photo, puis de nouveau Monique. Puis, dans un mouvement si délibéré qu'il ne pouvait être confondu avec autre chose qu'un choix, elle se glissa en avant jusqu'à ce que son corps soit pressé contre la jambe de Monique. Monique se figea. La chaleur de la louve s'infiltra à travers son jean, solide et réel. Elle pouvait sentir les battements du cœur de l'animal, plus lents que les siens, stables comme les montagnes. Lentement, osant à peine respirer, Monique baissa la main et la posa sur la tête de la louve. La fourrure était rêche et épaisse, portant encore la faible odeur de la forêt. Les oreilles de la louve se rabattirent une fois, puis se détendirent. Elle ne se retira pas, ne grogna pas, resta simplement là, offrant du réconfort de la seule manière qu'elle connaissait, par la présence, par la chaleur, par le simple fait d'être. Elles restèrent ainsi longtemps. La vieille femme et la louve sauvage, toutes deux survivantes de pertes trop profondes pour les mots. Dehors, le vent poussait contre les murs du gîte. À l'intérieur, le feu crépitait doucement, et quelque chose passa entre elles qui n'avait pas de nom, mais qui ressemblait à de la compréhension. Au cours de la semaine suivante, Monique s'efforça de préparer les loups à la survie. Elle savait que leur temps ensemble était emprunté. Le printemps finirait par arriver, et avec lui les chasseurs. Nicolas Fournier et d'autres comme lui. Les loups devaient être prêts, devaient se souvenir qu'ils étaient sauvages. Elle commença petit. Elle prit ses vieux vêtements de travail, des choses qui sentaient fortement la sueur humaine et la lessive, et les dispersa dans la clairière à l'extérieur. Les louveteaux voulurent enquêter, mais la mère louve les éloigna de l'odeur avec de vives morsures et des grognements d'avertissement. Bien. Ils devaient associer l'odeur humaine au danger. Monique cessa de les nourrir à la main. Au lieu de cela, elle déposait la nourriture et se retirait à l'autre bout du gîte pendant qu'ils mangeaient. Elle voulait de la distance entre eux, voulait reconstruire cette saine méfiance qui maintient les animaux sauvages en vie. La mère louve semblait comprendre ce que Monique faisait. Elle renforçait les leçons, apprenant à ses petits à être prudents, à observer avant de s'approcher, à tester le vent pour l'odeur avant d'enquêter sur quoi que ce soit de nouveau. C'était comme regarder une mère apprendre à ses enfants à traverser une rue dangereuse. La même attention minutieuse,
les mêmes enjeux de vie ou de mort. Mais malgré ses efforts, les louveteaux s'attachaient. Léo suivait Monique partout dans le gîte, la queue battante dès qu'elle bougeait. Chloé avait commencé à dormir près du sac de couchage de Monique, assez près pour la toucher. Et Manon, la courageuse et déterminée Manon, avait pris l'habitude de se blottir sur ses genoux le soir, son petit corps rayonnant de confiance. Monique savait qu'elle devrait décourager cela, savait que chaque moment de proximité rendait leur séparation éventuelle plus difficile. Mais elle était faible, seule, et quand Manon la regardait avec ses yeux sombres, si confiants et innocents, elle ne pouvait se résoudre à la repousser. La neige continua de tomber tout au long du mois de janvier, les scellant à l'intérieur. Les provisions de Monique tenaient à peine, avec un rationnement minutieux. Elle complétait avec des lapins de ses pièges, partageant la viande équitablement avec les loups. Ils formaient une unité maintenant, un foyer, chaque membre contribuant à sa manière. La mère louve avait commencé à alerter Monique des bruits extérieurs, ses oreilles plus sensibles que l'ouïe humaine, ses instincts plus aiguisés. 2 fois, elle avait prévenu Monique de l'approche de chevreuils, lui permettant de récolter de la viande qui les nourrit tous pendant des jours. Ils apprenaient les langages de l'autre. Monique reconnaissait les différentes vocalisations de la louve, le doux soufflement qui signifiait le contentement, le grognement sourd qui signalait le malaise, la plainte aiguë qui demandait de l'aide. Et la louve avait appris les habitudes de Monique, savait que le sifflet signifiait de la nourriture, que les mots doux signifiaient la sécurité, que les mains douces aideraient plutôt que de blesser. Un soir de fin janvier, Monique se retrouva à sculpter un morceau de bois près du feu. Ses mains bougeaient automatiquement, mémoire musculaire de années de sculpture pendant de longues planques. Elle fabriquait un sifflet, réalisa-t-elle. Un nouveau, meilleur que le vieux sifflet en pin de Jean-Pierre, qui commençait à se fissurer à l'usage. Elle choisit du frêne des montagnes cette fois. Un bois plus dur, plus durable. Il durerait plus longtemps. Elle sculpta avec soin, testant le son toutes les quelques minutes jusqu'à ce qu'elle obtienne la bonne tonalité, 2 notes claires, distinctes et portantes, le même appel qu'elle utilisait pour signaler les loups. Quand elle fut satisfaite, elle accrocha le nouveau sifflet autour de son cou avec un cordon de cuir. La mère louve observa son travail avec intérêt. Quand Monique souffla expérimentalement dans le nouveau sifflet, les oreilles de la louve se dressèrent. Les louveteaux sortirent en trombe de derrière l'étagère, s'attendant à de la nourriture. Monique rit et les nourrit, même si ce n'était pas leur heure habituelle. « C'est un cadeau, dit-elle à la louve. Pour que je puisse toujours t'appeler. Même quand tu seras loin, même quand tu seras libre. » La louve pencha la tête, étudiant Monique avec une expression qui aurait pu être de la compréhension ou une simple curiosité animale. Peu importait. Le message était clair dans les 2 cas. Monique ne fabriquait pas le sifflet pour les rappeler. Elle le fabriquait pour leur faire signe à distance, pour dire « Je suis là. Je vous surveille. Je ne vous ai pas oublié. » Elle se préparait à dire au revoir. Et cela lui brisait le cœur. Mais dehors, la neige continuait de tomber, et le printemps était encore à des mois. Pour l'instant, ils avaient du temps. Pour l'instant, ils savaient les uns les autres. Pour l'instant, dans ce petit gîte au milieu de la nature sauvage, ils étaient une famille. Des morceaux brisés s'assemblant, apprenant à être entiers. La mi-février apporta un bref dégel, et avec lui une terrible découverte. Monique toilettait la mère louve, une chose qu'elle avait commencé à faire chaque semaine pour vérifier les blessures et enlever les boules de glace de sa fourrure épaisse. La louve le tolérait maintenant, semblait même apprécier l'attention. Elle se roulait sur le côté, exposant son ventre vulnérable, laissant Monique travailler dans son épaisse fourrure avec ses doigts. Monique travaillait sur un nœud particulièrement tenace derrière l'oreille de la louve quand elle sentit quelque chose de dur sous la fourrure. Pas une bardane ou une boule de glace. Quelque chose de métallique. Elle écarta soigneusement la fourrure et le trouva, incrusté dans le tissu cicatriciel autour du cou de la louve. Un petit morceau d'équipement électronique pas plus grand que son ongle. Une partie d'un collier. Un collier radio. Sa main s'immobilisa. La louve sentit sa tension et leva la tête, les oreilles en arrière, interrogatrice. Doucement, murmura Monique. Mais son cœur battait la chamade. Laisse-moi voir. Elle examina le fragment de plus près. C'était sans aucun doute une partie d'un collier de suivi GPS. Elle reconnut le boîtier, le petit fil d'antenne encore attaché. La rupture semblait ancienne, comme si le collier avait été arraché violemment, laissant ce morceau derrière.
Il y avait un numéro de série estampé dans le métal, F23 OPY 2023. Monique se rassit sur ses talons, l'esprit en ébullition. Cette louve avait été équipée d'un collier, marqué « Suivi ». Ce qui signifiait qu'elle faisait partie d'un programme, d'une étude, de quelque chose d'officiel. Les implications la submergèrent comme une vague d'eau froide. Si quelqu'un avait mis un collier à cette louve, il voudrait savoir où elle était, ce qui lui était arrivé. Et si le fragment de collier transmettait encore, même faiblement, il pourrait déjà être à sa recherche. Elle avait besoin d'informations. Besoin de savoir à quoi elle avait affaire. Le lendemain, Monique grimpa jusqu'à une crête montagneuse à 5 km du gîte, où elle pouvait parfois capter un signal de téléphone portable. C'était risqué de laisser les loups si longtemps. Mais elle devait savoir. La montée fut brutale. Ses jambes de 62 ans protestaient à chaque pas, ses poumons brûlaient dans l'air raréfié. Mais elle y arriva. 2 barres de signal. Assez. Elle sortit son téléphone et chercha le numéro de série. Les résultats apparurent immédiatement. La louve était désignée F23, faisant partie du programme de réintroduction du loup des Pyrénées initié en 2023. Une femelle reproductrice relâchée avec son partenaire et 3 autres loups dans une région à environ 300 km au nord de l'emplacement actuel de Monique. Le site web du programme avait des photos, des données, des cartes suivant les mouvements de la meute. Et il y avait plus, beaucoup plus. Monique lut les notes du programme, son estomac se nouant à chaque paragraphe. La réintroduction avait été controversée dès le début. Les éleveurs locaux s'y étaient farouchement opposés, affirmant que les loups décimeraient le bétail. Malgré l'opposition, l'OFB était allé de l'avant, équipant de colliers et relâchant 6 loups en grande pompe. En moins de 3 mois, 3 de ces loups avaient été retrouvés morts, abattus. Les affaires furent enquêtées, mais jamais résolues. Les 3 loups restants, dont F23 et son partenaire, avaient continué à survivre, restant principalement dans les zones sauvages, évitant le contact humain. Puis, il y a 6 mois, le partenaire de F23 avait été retrouvé mort près d'un élevage de bovins. Blessure par balle. L'éleveur a plaidé la légitime défense, disant que le loup attaquait son bétail. L'enquête l'a innocenté. F23 avait disparu des radars immédiatement après. Son collier a cessé de transmettre depuis la zone de lâcher. Les notes du programme spéculaient qu'elle était soit morte, soit s'était déplacée bien en dehors de la zone de suivi. Son statut était listé comme « présumé décédé ». Mais elle n'était pas décédée. Elle était dans le gîte de Monique, à 300 km de l'endroit où elle avait été relâchée, avec 3 louveteaux qui devaient être nés pendant sa fuite vers le sud. Fuyant, survivant, protégeant ses petits contre vent et marée. La vision de Monique se brouilla de larmes. Cette louve n'avait pas seulement perdu son partenaire. Elle l'avait vu se faire tuer, s'était enfuie avec ses petits, avait parcouru des centaines de kilomètres à travers un territoire hostile, tout en portant un collier qui la marquait comme faisant partie d'un programme que la plupart des locaux méprisaient. Le collier qui avait finalement été arraché, probablement exprès, probablement par la louve elle-même, essayant d'enlever la chose qui la rendait identifiable, traçable, tuable. Elle était une veuve, tout comme Monique. Monique continua de faire défiler, cherchant plus d'informations. Ce qu'elle trouva lui glaça le sang. Il y avait une mise à jour récente sur le site web du programme, datée d'à accent grave peine 2 semaines. Elle annonçait que l'OFB menait une recherche pour F23, le dernier membre survivant du lâcher de 2023. Il y avait eu des signalements dans la région sud du massif des Pyrénées. Une équipe était envoyée pour vérifier son statut et, si elle était en vie, la récupérer pour une évaluation du programme et une éventuelle relocalisation. La mise à jour incluait le nom du coordinateur de terrain dirigeant la recherche, Nicolas Fournier, spécialiste contractuel des prédateurs. Les mains de Monique tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber son téléphone. Nicolas ne chassait pas seulement un loup à problème. Il avait un mandat officiel. Il travaillait avec l'OFB, et s'il trouvait F23, le meilleur scénario serait sa capture et sa relocalisation. Le pire, étant donné son hostilité évidente envers les loups, serait une balle justifiée comme protection du bétail. Dans tous les cas, les louveteaux seraient pris, élevés en captivité, peut-être, ou tués car trop jeunes pour survivre sans leur mère. Monique baissa les yeux sur le fragment de collier qu'elle avait apporté avec elle, enveloppé dans un chiffon dans sa poche. Il pourrait encore transmettre de faibles signaux. Il aurait pu transmettre tout ce temps, émettant des pings vers des antennes relais lointaines,
donnant des données de localisation vagues à quiconque surveillait le système. Elle pouvait le détruire, devrait le détruire. Mais détruire des preuves, c'était comme franchir une ligne de non-retour. Ou elle pouvait le signaler. Appeler l'OFB, expliquer la situation, faire confiance au système pour faire ce qu'il fallait. Mais elle avait passé 27 ans dans ce système. Elle savait comment il fonctionnait. Le protocole comptait plus que les animaux individuels. Les programmes comptaient plus que les vies. F-23 serait récupéré, et Monique ferait l'objet d'une enquête pour interférence avec la faune, et serait possiblement inculpée pour détention illégale d'espèces protégées. Elle resta longtemps sur cette crête, le vent froid transperçant son manteau, le téléphone dans une main et le fragment de collier dans l'autre. En dessous d'elle, les montagnes s'étendaient à perte de vue, blanches, silencieuses et indifférentes. Le gîte était une minuscule tache dans toute cette immensité. Les loups étaient encore plus petits. 4 vies qui compteraient à peine dans le grand ordre des choses. Mais elle comptait pour Monique. Elle comptait. Elle prit sa décision. Elle enveloppa soigneusement le fragment de collier dans son chiffon, puis marcha jusqu'au bord d'un ravin escarpé. Elle arma son bras et le lança aussi fort qu'elle le put. Le fragment décrivit un arc dans les airs et disparut dans les profondeurs enneigées en contrebas, perdu parmi les rochers, la glace et les os d'un millier d'autres choses oubliées. S'il transmettait encore, le signal viendrait de là-bas maintenant, à des kilomètres du gîte, loin des loups. Monique ne signala pas la découverte, n'appela pas l'OFB. Elle éteignit son téléphone et redescendit vers le gîte, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. Elle venait de s'engager pleinement, passant d'observatrice à complice. Elle cachait F-23 maintenant, la dissimulant activement aux personnes qui la cherchaient. Et si Nicolas Fournier le découvrait, il y aurait des conséquences. Mais quand elle ouvrit la porte du gîte et vit les loups l'attendre, Léo remuant la queue, Chloé jetant un coup d'œil de derrière l'étagère, Manon courant pour l'accueillir, et la mère louve se tenant, vigilante et confiante, près du feu, Monique sut qu'elle avait fait le seul choix possible. Elles étaient toutes les deux des fugitives maintenant, fuyant toutes deux des systèmes qui voulaient les contrôler, les définir, décider de leur sort à leur place. Choisissant toutes deux la liberté plutôt que la sécurité, la connexion plutôt que le protocole. Cette nuit-là, Monique tint la photo de Jean-Pierre et lui murmura dans l'obscurité. « J'espère que tu comprendrais, dit-elle. J'espère que tu ferais la même chose. » La mère louve, F-23. Bien que Monique ne puisse se résoudre à utiliser cette désignation, reposait avec sa tête sur le genou de Monique. Dehors, le vent hurlait. À l'intérieur, le feu brûlait doucement, et 2 veuves qui avaient tout perdu étaient assises ensemble dans la douce obscurité. Plus seules. Demain apporterait de nouvelles inquiétudes. Demain, elles devraient planifier, préparer, trouver comment les garder toutes cachées. Mais ce soir, elles avaient la paix. Ce soir, elles savaient l'une l'autre. Et parfois, Monique pensait que c'était suffisant. La fin février apporta un dégel précoce. La neige commença à fondre sérieusement, exposant la terre brune et l'herbe morte de l'année précédente. Les ruisseaux gonflèrent avec le ruissellement. Le chemin forestier menant au gîte de Monique commença à redevenir praticable. Et avec le dégel vinrent les visiteurs. Monique repéra d'abord les traces de pneus, des ornières fraîches dans la boue menant sur le vieux chemin. Elle s'arrêtait à environ 1 kilomètre de son gîte, à un endroit où le chemin se rétrécissait et devenait impraticable même pour des 4x4. Quelqu'un était monté en voiture, s'était arrêté et avait fait le reste du chemin à pied. Elle trouva des empreintes de bottes encerclant la limite de sa propriété, restant juste à l'abri des arbres. Quelqu'un avait observé, repéré, étudié son gîte et les environs. Nicolas Fournier. Ce devait être lui. Monique rentra et verrouilla la porte, chose qu'elle n'avait pas pris la peine de faire depuis des mois. La mère louve sentit immédiatement son anxiété. Elle se leva de sa place près du feu, les poils du dos hérissés, un grognement sourd grondant dans sa poitrine. « Je sais, dit Monique. Je le sens aussi. » Elle se dirigea vers le vieux fusil de chasse de Jean-Pierre, qu'elle avait gardé déchargé et rangé dans un coin depuis son arrivée. Elle détestait les armes depuis la mort de Jean-Pierre, détestait tout ce qui lui rappelait la mortalité, la fragilité de la vie. Mais maintenant, elle le nettoya, le chargea, le posa près de la porte où elle pourrait l'atteindre rapidement. Sa vue la rendit malade, lui rappela des séances d'entraînement avec Jean-Pierre, le recul du fusil contre son épaule, sa voix patiente la guidant pour la respiration et la visée. Elle avait été bonne tireuse autrefois.
pouvait atteindre une cible à 100 mètres. Mais c'était une autre vie. Une autre Monique. Je ne l'utiliserai pas à moins d'y être obligée, dit-elle à la louve. Se dit-elle. Mais je dois être prête. Elle passa le jour suivant à se préparer. Elle prépara des fournitures d'urgence, nourriture, eau, trousse de premiers secours, allumettes, une bâche. Elle étudia ces vieilles cartes topographiques de la région, identifiant des voies de fuite, des endroits où il pourrait se cacher s'il devait fuir. Il y avait une vieille cabane de berger à environ 12 km au nord-est, construite dans les années 1950 et abandonnée des décennies auparavant. Elle l'avait vue lors d'une expédition de pistage des années plus tôt. Ce serait un abri rudimentaire, mais c'était quelque chose. Elle pratiqua des signaux de sifflet avec les loups, leur apprenant de nouveaux ordres. Un coup de sifflet bref et sec signifiait danger, cachez-vous immédiatement. 2 coups brefs signifiaient suivez-moi. 3 signifiaient restez où vous êtes. La mère louve apprit vite, répondant aux signaux et guidant ses petits selon les ordres. Les louveteaux étaient plus lents, leur capacité d'attention courte, mais même eux commencèrent à comprendre que le sifflet signifiait quelque chose d'important. Monique testa leur capacité à marcher. Elle les sortit au petit matin, quand le sol était encore dur de gel, et les mena sur des terrains de plus en plus difficiles. Les louveteaux s'en sortirent bien. Ils étaient presque adultes maintenant, des adolescents dégingandés avec d'énormes pattes et une énergie débordante. Léo partait en éclaireur. Chloé restait près de sa mère. Manon, toujours déterminée, toujours battante, suivait le rythme de Monique, malgré sa plus petite taille. La mère louve avait plus de mal. Sa patte blessée ne supportait pas bien les terrains accidentés. Elle boitait lourdement après quelques kilomètres, et Monique dut ajuster leur rythme, trouver des itinéraires plus faciles. Cela lui rappela que la fuite n'était peut-être pas une option. La mère louve ne pourrait pas s'échapper rapidement à travers un terrain sauvage. Pas avec cette patte. Ce qui signifiait que si une confrontation devait avoir lieu, Monique devrait tenir sa position. La pensée la terrifiait. Le 3e jour après avoir trouvé les traces de pneus, Monique entendit des véhicules. Elle était à l'intérieur en train de fendre du petit bois quand le bruit des moteurs résonna dans la vallée. Elle laissa tomber sa hachette et courut à la fenêtre. 2 4x4 étaient garés au début du sentier, visibles aux jumelles. 3 personnes se tenaient à côté, se préparant pour une randonnée. Même à cette distance, elle reconnut la haute silhouette de Nicolas Fournier, ses mouvements efficaces. Les 2 autres portaient des vestes d'allure officielle. Des agents de l'OFB, supposa-t-elle. L'équipe à la recherche de F-23. Ils arrivaient. Monique souffla un coup de sifflet bref et sec. Les loups réagirent immédiatement. La mère guidant ses petits derrière l'étagère. Tous devinrent silencieux et immobiles. Bien. Ils comprenaient le danger. Mais se cacher dans le gîte ne fonctionnerait pas. Pas si l'équipe de recherche venait à la porte. Ils entendraient les loups, les sentiraient. Le gîte empestait l'odeur de loup maintenant. N'importe qui avec de l'expérience de terrain la reconnaîtrait immédiatement. Ils devaient partir. Maintenant. Monique attrapa son sac d'urgence et siffla 2 fois. Suivez-moi. La mère louve sortit de derrière l'étagère, les petits à sa suite. Ils regardèrent Monique avec une confiance parfaite, attendant ses instructions. On part, dit Monique, passant le sac sur ses épaules. On va dans un endroit sûr. Elle prit le fusil, détestant son poids, et ouvrit la porte. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, Monique en tête, les loups la suivant en file indienne. Elle choisit un itinéraire qui évitait le sentier, coupant à travers un sous-bois dense où il serait plus difficile à suivre. La mère louve boitait mais tenait le rythme. Les louveteaux restaient proches, leur entraînement antérieur prenant le dessus. Ils étaient silencieux, concentrés, comprenant à un niveau instinctif que c'était sérieux. Monique les poussa durement. Ils avaient peut-être 1 heure avant que l'équipe de recherche n'atteigne le gîte, peut-être moins. Elle avait besoin de distance. Besoin de les emmener quelque part où ils ne pourraient pas être trouvés. La cabane de berger était à 12 km à travers un terrain difficile. Avec la blessure de la mère louve, ils auraient de la chance de faire 6 km en 1 heure. Pas assez. Loin d'être assez. Mais Monique continua d'avancer, de pousser, de les mener plus profondément dans la nature sauvage. Son corps de 62 ans protestait à chaque pas. Ses genoux lui faisaient mal, son dos criait.
La sueur trempait ses couches thermiques malgré le froid. Mais elle ne s'arrêta pas. Ne pouvait pas s'arrêter. Derrière elle, la mère louve boitait, déterminée, protectrice de ses jeunes. Les louveteaux suivaient, la langue pendante, leur respiration forte mais régulière. Ils étaient forts. Ils survivraient à ça. Ils le devaient. Après 2 heures de marche brutale, ils atteignirent un fourré dense de chablis et de jeunes pins. Ce n'était pas une cachette parfaite, mais c'était quelque chose. Un endroit pour se reposer, reprendre leur souffle, se regrouper. Monique ordonna une halte avec 3 coups de sifflet. Restez. Les loups s'effondrèrent immédiatement, épuisés. La patte blessée de la mère louve saignait. Elle avait trop forcé, rouvert de vieilles blessures. Monique avait du matériel médical dans son sac, mais elle n'osa pas s'arrêter assez longtemps pour la soigner correctement. Ils devaient continuer à bouger. Elle leur donna de l'eau de sa gourde, chaque loup buvant dans sa main en coupe. Elle partagea des barres de protéines, les cassant en morceaux que les louveteaux pouvaient avaler. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Pendant qu'ils se reposaient, l'esprit de Monique passait en revue les scénarios. Si l'équipe de recherche trouvait le gîte vide, ils chercheraient des traces. Elle avait essayé d'obscurcir leur piste, mais des professionnels la trouveraient quand même, la suivraient. Et Nicolas Fournier était un professionnel. Il ne pouvait pas le semer, ne pouvait pas se cacher indéfiniment. Finalement, il serait trouvé. À moins que Monique ne leur donne une raison d'arrêter de chercher. Une idée se forma. Désespérée, risquée, mais possible. Si elle pouvait éloigner l'équipe de recherche des loups, leur donner une fausse piste, elle pourrait gagner assez de temps pour que les loups s'échappent plus profondément dans la nature. La mère louve savait comment survivre dans la nature. Elle l'avait déjà fait. Elle pourrait le refaire. Mais cela signifierait se séparer. Cela signifierait que Monique devrait retourner en arrière, faire face à l'équipe de recherche seule, pendant que les loups continueraient sans elle. Cela signifierait adieu. Monique regarda la mère louve, les louveteaux qu'elle avait appris à connaître comme des individus, comme une famille, Léo avec sa curiosité courageuse, Chloé avec sa nature douce, Manon avec son esprit déterminé. Et la mère, F23, survivante, veuve, combattante, qui avait confié à Monique les choses les plus précieuses qu'elle avait. « Je dois y retourner », dit doucement Monique. « Je dois les éloigner de vous. » La mère louve leva la tête, ses yeux jaunes rencontrant ceux de Monique. Pendant un instant, aucune ne bougea. Puis la louve se leva, boita jusqu'à Monique et pressa sa tête contre sa poitrine. Un adieu. Un merci. Une promesse de survivre. Monique enlaça le cou de la louve et la serra fort, des larmes coulant sur son visage. « Vous irez bien », murmura-t-elle. « Vous tous. Vous êtes forts. Vous y arriverez. » Elle se recula et regarda chaque louveteau à tour de rôle. « Restez avec votre mère. Écoutez-la. Soyez sauvage. Soyez libre. Soyez prudent. » Elle souffla dans le sifflet une dernière fois. 3 longs coups. Un nouveau signal. Un qu'elle ne leur avait jamais appris, mais qu'elle espérait qu'ils comprendraient. Partez et ne revenez pas. La mère louve hésita, puis se tourna et boita vers le nord, plus profondément dans la nature. Les louveteaux suivirent, regardant Monique avec des expressions confuses. Léo gémit. Manon essaya de revenir, mais sa mère la repoussa fermement en avant. Monique les regarda disparaître dans la forêt, chaque pas les éloignant davantage jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des ombres parmi les arbres. Puis plus rien du tout. Elle se tenait seule dans la clairière, le fusil lourd dans ses mains, son cœur brisé en 1000 morceaux. Puis elle se tourna vers le sud, vers le gîte, vers l'équipe de recherche, vers ceux qui allaient suivre. Elle avait fait son choix. Maintenant, elle devait vivre avec. Ou mourir en essayant. Monique retourna vers le gîte, délibérément, laissant une piste évidente. Des branches cassées, de la terre retournée, des empreintes de bottes dans le sol meuble. Elle voulait être suivie, voulait que l'attention de l'équipe de recherche se porte sur elle, pas sur 4 loups se dirigeant vers le nord. Elle avait parcouru environ 3 kilomètres quand elle entendit des voix résonner à travers les arbres. Des hommes parlaient. Les mots étaient indistincts, mais le ton clair, professionnel, concentré, chasseur. Elle ajusta sa trajectoire pour les intercepter, se déplaçant avec détermination maintenant,
au lieu de la furtivité. Ils se rencontrèrent dans une clairière où un vieil éclair avait abattu un pin massif des années auparavant. Le tronc tombé créait une barrière naturelle, et Monique se positionna derrière, le fusil visible, mais pas levé. Une déclaration de présence, pas de menace. Nicolas Fournier sortit le premier de la lisière des arbres, suivi de 2 hommes en veste de l'OFB. Ils s'arrêtèrent quand ils la virent, se déployant automatiquement dans une formation tactique qui noua l'estomac de Monique. Ce n'étaient pas des bureaucrates jouant au travail de terrain. Ils savaient ce qu'ils faisaient. « Madame Dubois », dit Nicolas, sa voix portant facilement à travers la clairière. « On vous cherchait. Votre gîte est vide. » « Je suis sorti vérifier mes pièges », dit Monique. Le mensonge vint facilement, sa voix stable malgré les battements de son cœur. « Par ce temps ? Sans sac, sans provision ?» Les yeux de Nicolas étaient vifs, suspicieux. Intéressant. L'un des agents de l'OFB s'avança. Il était plus jeune que Nicolas, peut-être 40 ans, avec un visage aimable marqué de rides d'inquiétude. « Madame, je suis l'agent Marc Bertrand de l'Office français de la biodiversité. Voici l'agent Damien Mercier. Nous menons une recherche pour une louve équipée d'un collier radio, désigné F23. Avez-vous vu des loups dans cette zone ? J'ai vu des traces, dit prudemment Monique. Des vieilles, surtout. Rien de récent. Votre gîte sent le loup, dit Nicolas sans détour. Fort, frais. Vous avez des loups qui y vivent, ou vous en avez eu très récemment. L'agent Bertrand lança un regard d'avertissement à Nicolas, puis se tourna de nouveau vers Monique. Madame Dubois, si vous avez des informations sur l'emplacement de F23, nous devons le savoir. C'est le dernier membre survivant du programme de réintroduction de 2023. Il est important que nous vérifiions son statut et évaluions sa condition. Que arrive-t-il si vous la trouvez ? Demanda Monique. Nous évaluons sa santé, vérifions son collier, déterminons si elle prospère ou si elle a des difficultés. Si elle va bien, nous la laisserons tranquille. Si elle est blessée ou malade, nous pourrions la déplacer vers un meilleur habitat. Et si elle a des petits ? Bertrand hésita. Cela compliquerait les choses. Le programme n'a pas été conçu pour la reproduction si loin au sud. Nous devrions évaluer la situation. Ce qui signifie les prendre, dit Monique, séparer la famille, peut-être mettre les louveteaux en captivité. Madame, nous suivons des protocoles conçus pour assurer les meilleurs résultats. Vos protocoles ont fait tuer son partenaire, interrompit Monique, sa voix plus dure maintenant. Vos protocoles ont relâché des loups dans une zone où les locaux attendaient avec des fusils. 3 de vos 6 loups sont morts en quelques mois. Le partenaire de F23 a été abattu par un éleveur qui a plaidé la légitime défense. Vos protocoles ont-ils réglé ça ? L'agent Mercier parla pour la première fois, sa voix calme mais ferme. Madame Dubois, nous sommes conscients que le programme a rencontré des défis. Mais F23 est toujours la propriété du programme. Elle porte un collier avec du matériel financé par les contribuables. Nous avons l'obligation légale de rendre des comptes à son sujet. Elle ne porte plus de collier, dit Monique. Il s'est cassé. J'ai trouvé des morceaux incrustés dans le tissu cicatriciel autour de son cou. Elle l'a arraché elle-même, probablement il y a des mois. Les yeux de Nicolas se plissèrent. Vous l'avez vu de près. Vous l'avez soigné. J'ai observé à distance avec des jumelles. Je suis une ancienne garde-chasse, monsieur Fournier. Je sais comment observer sans interférer. Alors où est-elle maintenant ? Demanda Nicolas, faisant un pas en avant. Parce que je la suis depuis des semaines. Je sais qu'elle a été dans cette zone. Je sais qu'elle a 3 petits, d'environ 9 mois. Et je sais que quelqu'un les a nourris parce qu'ils sont en meilleure santé qu'ils ne devraient l'être à cette période de l'année. Monique sentit la sueur couler le long de sa colonne vertébrale malgré le froid. Nicolas avait observé de plus près qu'elle ne l'avait réalisé. Il en savait trop. Si vous avez nourri de la faune protégée, c'est un délit fédéral, dit l'agent Bertrand. Mais son ton était plus triste que menaçant. Nous ne sommes pas ici pour vous arrêter, Madame Dubois. Nous avons juste besoin de savoir où se trouve F23, pour sa propre sécurité. Sa propre sécurité ? Le rire de Monique était amer. Vous voulez dire la sécurité du bétail ? La sécurité des éleveurs qui ne veulent pas de loups ici. C'est de ça qu'il s'agit en réalité, n'est-ce pas ? Le contrôle.
S'assurer que la nature reste dans les cases que vous avez dessinées pour elle. Il ne s'agit pas de philosophie, commença Nicolas. Si, il s'agit de ça, interrompit Monique. Il s'agit de savoir si F23 peut choisir sa propre vie ou si vous la choisissez pour elle. Elle a déjà choisi. Elle a quitté votre programme. Elle a couru 300 km pour trouver la sécurité. Elle a perdu son partenaire, élevé ses petits seuls, survécu contre toute attente. Et maintenant, vous voulez lui remettre un collier, la remettre dans votre système? L'agent Bertrand leva les mains. Madame Dubois, je comprends vos sentiments à ce sujet, mais nous avons un travail à faire. Maintenant, je vais vous le demander une dernière fois. Savez-vous où se trouve F23? Monique le regarda droit dans les yeux. À ce moment-là, elle fit son choix final. Oui, dit-elle. Je sais exactement où elle est. Monique plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit le fragment de collier qu'elle avait retiré du cou de F23. Elle l'avait gardé au lieu de le jeter, sentant qu'elle pourrait avoir besoin de preuves. Maintenant, elle le leva pour que les agents puissent voir le numéro de série. F23 est venu à mon gîte en octobre, dit-elle, affamée, blessée, avec 3 louveteaux à peine vivants. Elle boitait gravement. Une vieille blessure à la patte arrière qui a mal guéri. Ce fragment de collier était incrusté dans le tissu cicatriciel autour de son cou. Je l'ai enlevé parce qu'il causait une infection. L'agent Mercier prit le fragment, l'examinant attentivement. C'est bien de son collier. Le numéro de série correspond. Elle était en train de mourir, continua Monique, sa voix stable maintenant, engagée dans la vérité. Eux tous. Ils n'auraient pas survécu à l'hiver. Alors oui, je les ai nourris. Je leur ai donné un abri. Je les ai maintenus en vie. Et je le referai. Nicolas se dirigea vers le tronc d'arbre tombé, la mâchoire serrée. Où sont-ils maintenant? Partis, dit Monique. Ils sont partis ce matin, direction nord, dans la nature profonde. À quelle distance? Demanda l'agent Bertrand. Assez loin pour que vous ne les trouviez pas. F23 sait comment disparaître. Elle l'a prouvé. Nicolas jura entre ses dents. Vous les avez laissés partir. Vous aviez 4 loups sous votre garde, et vous les avez simplement laissés partir. Ils n'ont jamais été sous ma garde, dit vivement Monique. C'étaient des invités, libres de partir quand ils le voulaient. Ce matin, ils ont choisi de partir. Nous devons les suivre, dit Nicolas aux agents. Maintenant, avant que la piste ne refroidisse. Mais l'agent Bertrand regardait toujours Monique, son expression pensive. Vous avez dit que F23 est venu à vous en octobre. Ça fait 5 mois. 5 mois à vivre avec des loups sauvages. C'est sans précédent. Elle n'est plus sauvage, argumenta Nicolas. C'est ça le problème. Elle est habituée aux humains maintenant. Ça la rend dangereuse. Elle n'a jamais été dangereuse, dit Monique. Elle était désespérée. Il y a une différence. Et elle n'a jamais cessé d'être sauvage. Chaque jour, elle apprenait à ses petits à être prudents avec l'odeur humaine. Elle renforçait leur méfiance naturelle. Elle les préparait à la liberté, pas à la dépendance. Ce n'est pas à vous de prendre cette décision, dit Nicolas, sa voix s'élevant. Vous n'êtes pas une biologiste de la faune. Vous ne gérez pas le programme. Vous êtes juste une veuve en deuil qui. Ça suffit. L'agent Bertrand le coupa sèchement. Il se tourna vers Monique, sa voix plus douce. Madame Dubois, aidez-moi à comprendre. Vous êtes une ancienne employée de l'OFB. Vous connaissez les protocoles. Vous connaissez l'importance de maintenir les populations de faune sauvage selon les directives du programme. Pourquoi avez-vous dévié si radicalement? Monique le regarda. Ce jeune agent essayant de donner un sens à une situation qui ne correspondait pas à sa formation. Elle réfléchit à la manière de l'expliquer. Sur la perte et la survie. Sur la connexion et la confiance. Sur les lignes arbitraires que les humains traçaient entre ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. Parce qu'elle a demandé, dit simplement Monique. Elle est venue à ma porte avec ses petits mourants, et elle a demandé de l'aide. Pas avec des mots, mais clairement. Et je ne pouvais pas la repousser. J'avais perdu mon mari. Elle avait perdu son partenaire. Nous étions toutes les deux seules, toutes les deux brisées.
Et d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes aidés à survivre. Elle fit une pause, puis continua. Votre programme l'a laissé tomber. Il l'a relâchée dans un territoire hostile, n'a pas réussi à la protéger des chasseurs, a fait tuer son partenaire. Elle s'est enfuie pour survivre, ce qui est exactement ce que toute mère ferait. Et quand elle m'a trouvé, j'ai fait ce que toute personne décente ferait. J'ai aidé. Le fait que vos protocoles disent que je n'aurais pas dû ne le rend pas mauvais. Cela rend simplement vos protocoles mauvais. L'agent Mercier était resté silencieux pendant cet échange, mais maintenant il parla. Les loups que vous décrivez en bonne santé, méfiant des humains, capables de survivre dans la nature, c'est en fait un résultat positif. Meilleur que la plupart des scénarios de réintroduction. Nicolas se tourna vers lui. Tu ne peux pas être sérieux. Elle a abrité de la faune protégée sans autorisation, a interféré avec un programme en cours. Elle a sauvé 4 vies qui auraient été perdues, interrompit Mercier. F-23 avait été classé comme décédé. Ces petits étaient inconnus. Pour ce qui est du programme, il n'existe pas. Un lourd silence tomba sur la clairière. Monique regarda les 3 hommes, vit le conflit se jouer sur leurs visages. Nicolas voulait poursuivre, achever sa chasse. Bertrand était déchiré entre le devoir et la compassion. Mercier semblait avoir déjà pris sa décision. Finalement, Bertrand parla. Le collier est récupéré. C'est notre objectif principal. Quant à F-23 et ses petits, sans équipement de suivi actif, les trouver dans cette nature sauvage serait presque impossible. Cela pourrait prendre des semaines. Des ressources que nous n'avons pas. Alors, on abandonne ? Demanda Nicolas. Nous allons déposer un rapport indiquant que le collier de F-23 a été récupéré, ce qui signifie qu'elle n'est plus traçable, dit prudemment Bertrand. Son statut restera, comme présumé, décédé. Le fragment de collier sera retourné au programme. Il regarda Monique. Quant à vous, Madame Dubois, je vous suggère fortement de ne plus avoir de contact avec F-23 ou sa progéniture. Toute interaction future pourrait entraîner des poursuites fédérales. Comprenez-vous ? Je comprends, dit Monique. Le visage de Nicolas était rouge de frustration, mais il ne dit rien de plus. Les agents avaient pris leur décision. C'était fini. Ils partirent sans un mot de plus, retournant vers leur véhicule. Nicolas partit le dernier, regardant en arrière une fois avec une expression qui promettait que ce n'était pas fini. Pas pour lui. Mais Monique avait gagné. Les loups étaient libres, et elle avait tenu sa promesse. 2 semaines passèrent avant que Monique ne les revoie. Elle était retournée à son gîte ce jour-là après la confrontation, s'attendant à le trouver saccagé ou marqué pour enquête, mais il était intact, silencieux dans la lumière de l'après-midi. Elle entra et s'assit près du feu froid, entourée de l'odeur des loups qui persistait dans le bois et les tissus, et pleura jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. Le gîte semblait incroyablement vide. Elle s'était habituée au bruit des loups, le pas feutré des pattes sur le plancher, les jappements et les grognements des louveteaux jouant, la respiration régulière de la mère louve près du feu. Maintenant, il n'y avait que le silence, et il pesait sur elle comme un poids. Elle pensa à partir, à retourner à Toulouse, aux préoccupations bien intentionnées de sa sœur et à la maison vide qui contenait encore le fantôme de Jean-Pierre. Mais quelque chose la retenait ici. Un espoir têtu que peut-être, juste peut-être, elle les reverrait. Elle sculpta un nouveau sifflet en frêne des montagnes. Mieux que la première tentative, plus solide, plus clair. Elle le sculpta pendant les longues soirées où la solitude menaçait de l'engloutir, et l'acte de création la maintenait ancrée. Quand il fut terminé, elle l'accrocha autour de son cou avec un cordon de cuir et le porta toujours. Pas pour les rappeler. Elle savait qu'il ne fallait pas. Il devait être sauvage, vivre libre de tout attachement humain. Mais le sifflet était une promesse à elle-même. S'ils avaient un jour besoin d'elle, elle serait prête. Elle serait là. Elle commença à tout documenter dans le carnet de Jean-Pierre. Toute l'histoire, de la première observation de la louve à la confrontation avec l'OFB. Elle écrivit sur ce qu'elle avait appris de F-23 sur la survie et la maternité, sur la façon dont le sauvetage des loups l'avait en quelque sorte sauvée, sur le fait de trouver un but au milieu du deuil. Jean-Pierre aurait compris. Elle pensait qu'il aurait fait la même chose. Peut-être l'avait-il guidé d'une manière ou d'une autre, son esprit se déplaçant à travers la nature qu'ils avaient tous deux aimée, lui apportant ce dont elle avait le plus besoin quand elle en avait besoin. Elle commença à penser à l'avenir différemment.
Non pas comme quelque chose à endurer, mais comme quelque chose à construire. Elle ne pouvait pas retourner à son ancienne vie. Cette personne était partie, changée irrévocablement par tout ce qui s'était passé. Mais peut-être pouvait-elle créer quelque chose de nouveau. Elle pensa à rester dans les montagnes en permanence, à devenir une gardienne non officielle des loups de cette région. Quelqu'un qui pourrait les surveiller à distance, les protéger des chasseurs, alerter les autorités en cas de braconnage. Il y avait du travail à faire ici, un but à trouver. Elle commença à faire des plans. Comment hiverner correctement le gîte, comment établir une source de nourriture durable, comment créer un système d'alerte précoce pour les intrus. Elle avait 62 ans, mais elle était forte, capable, pas prête à être mise au rebut. Et puis, un soir de début mars, elle l'entendit. Un hurlement. Lointain, mais sans équivoque, venant de la crête au nord de son gîte. Le cœur de Monique bondit. Elle attrapa le sifflet et sortit sur son porche, dans le crépuscule bleu. Elle attendit, écoutant, espérant. Le hurlement revint, plus proche cette fois. Une voix de mère, riche et complexe. Puis des voix plus petites se joignirent. 3 loups adolescents apprenant à chanter, leurs notes instables mais enthousiastes. Monique souffla dans le sifflet. 2 notes claires qui portèrent à travers la vallée. Les hurlements cessèrent. Le silence s'étira. Puis un mouvement à la lisière des arbres. 4 ombres émergèrent de la forêt. La mère louve en tête, boitante mais forte. Derrière elle, 3 loups presque adultes qui n'étaient que de minuscules louveteaux 5 mois plus tôt. Ils se tenaient à la lisière de la clairière, sans s'approcher, maintenant la distance sauvage qui les gardait en sécurité. Mais ils étaient venus. Ils avaient entendu son sifflet, et ils étaient venus. La vision de Monique se brouilla de larmes. « Vous êtes vivant » murmura-t-elle. « Vous avez réussi. » La mère louve, F23, survivante, veuve, amie, s'assit à la lisière de la forêt et soutint le regard de Monique à travers la clairière qui s'assombrissait. Dans ses yeux jaunes, il y avait de la reconnaissance, de la mémoire, de la gratitude. Mais aussi de l'indépendance. Elle était venue en visite, pas pour rester. Pour montrer à Monique qu'ils allaient bien, que son sacrifice n'avait pas été vain. Léo était énorme maintenant. Sa poitrine large, son port confiant. Il s'assit à côté de sa mère, alerte et vigilant. Chloé restait légèrement en retrait, fidèle à sa nature. Et Manon, la courageuse et déterminée Manon, fit 2 pas vers le gîte avant que le grognement doux de sa mère ne la rappelle. Ils restèrent peut-être 5 minutes, observant simplement, étant présents. Puis la mère louve se leva, et avec un dernier long regard à Monique, se tourna et mena sa famille de retour dans la forêt. Monique les regarda partir, le sifflet serré dans sa main. Cette fois, il n'y avait pas de chagrin dans l'adieu. Juste la paix. Juste la gratitude. Ils étaient libres. Ils étaient sauvages. Ils survivaient. Et elle aussi. Cette nuit-là, Monique s'assit sur son porche longtemps après que la nuit noire fut tombée. Elle leva les yeux vers les étoiles, les mêmes étoiles que Jean-Pierre lui avait appris à naviguer, les mêmes étoiles qui avaient veillé sur ses jours les plus sombres et son plus grand espoir. « Je vis, dit-elle à Jean-Pierre, aux étoiles, à la nature qui les contenait tous. Comme tu me l'as demandé. Je vis. » De quelque part dans la forêt lointaine s'éleva un autre hurlement, puis un autre. Les loups chantant à la nuit, les uns aux autres, à la nature sauvage qui les avait repris. Monique souffla une fois doucement dans son sifflet. Pas un appel, juste une réponse. Je vous entends. Je suis là. Je me souviens. Le vent porta ses notes dans l'obscurité, et quelque part là-bas, elle savait que 4 loups l'avaient entendu, se souvenaient d'elle, savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Elle rentra et ajouta du bois au feu, regardant les flammes prendre et grandir. Demain, elle commencerait à planifier l'hiver prochain. Demain, elle trouverait comment rendre cette nouvelle vie permanente. Demain, elle continuerait le travail de guérison, de construction, de redevenir entière. Mais ce soir, elle s'assit simplement près du feu, le carnet de Jean-Pierre ouvert sur ses genoux, un stylo à la main, écrivant les derniers mots de ce chapitre de sa vie. Parfois, la chose la plus sauvage que nous puissions faire est d'ouvrir la porte.